Je vais donc reprendre la deuxième partie du cours sur l'inflammation. En fait, le diaporama qui est présent sur le cours PowerPoint, aussi bien sur inflammation 1 que sur l'inflammation 2, comprend l'ensemble des diapositives. C'est pourquoi il faudra avancer pour les personnes qui vont sur le site jusqu'à la diapositive, donc pour ce cours 2 sur l'inflammation chronique. Donc on a vu la fois dernière l'inflammation aiguë. Aujourd'hui, on va voir plusieurs aspects, l'inflammation chronique, la réparation et la fibrose. Alors, premièrement, sur l'inflammation chronique, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à définir exactement ce qu'on appelle une inflammation chronique. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Premièrement, ce qu'on peut dire, évidemment, c'est une absence de réparation de la phase aiguë. C'est une définition par la négative, c'est-à-dire une inflammation qui n'a pas été jusqu'au processus de réparation juste après la phase aiguë. On sait qu'il y a des étiologies qui vont plutôt donner des inflammations chroniques, et notamment celles qu'on avait citées la fois dernière, c'est-à-dire les maladies, on peut dire, d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'asthme, la bronchite chronique liée au tabac, les hépatites chroniques, notamment virales ou alcooliques. Voilà, je dirais que ce sont les pathologies d'aujourd'hui qui souvent sont associées à des inflammations chroniques. Il y a aussi des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, maladie auto-immune, certaines maladies infectieuses, vous voyez que c'est quand même pas univoque, certaines maladies infectieuses ont plutôt tendance à avoir une présentation de type inflammation chronique, comme la tuberculose ou la bilharziose qui est liée à un parasite. Enfin, une maladie comme la sclérose en plaques, une maladie auto-immune, également est caractérisée par une inflammation chronique au niveau du système nerveux central. Alors, je dirais qu'on essaye quand même de la définir. Le point, je dirais, le plus important pour la définir, c'est une inflammation persistante, bien sûr, puisqu'elle est chronique. Là-dessus, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on dit inflammation chronique, en fait, les définitions, je vais prendre juste deux exemples. L'hépatite chronique, on va définir quelqu'un ayant une hépatite chronique comme ayant une cytolyse qui se prolonge de façon chronique pendant 6 mois. C'est-à-dire que là, la période, c'est 6 mois. Mais c'est un petit peu un dogme. Et pour la bronchite chronique, inflammation chronique des bronches, c'est des sujets qui toussent et qui crachent pendant 2 années consécutives, 3 mois de suite. Donc vous voyez que le temps varie selon la maladie, tout ça pour bien vous montrer qu'en fait la définition n'est pas très précise, ou en tout cas elle varie dans son temps selon le type d'inflammation auquel on a affaire. Alors ce qui est sûr, c'est la notion de persistance. Donc c'est pour cela que quelque part, il faudra avoir suivi un patient plusieurs fois pour pouvoir dire qu'il est atteint d'une inflammation chronique. Deuxième point fondamental, c'est que cette inflammation est associée au processus de réparation. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans un tissu, on aura une inflammation chronique, on aura dans ce même tissu des témoins de processus de début de réparation. Et en fait, vous vous rappelez le schéma de la fois dernière, inflammation chronique, réparation, j'avais fait une flèche en double sens. C'est-à-dire que c'est une réparation, mais réparation va favoriser également l'inflammation chronique, qui elle-même favorise la réparation, et on n'a pas une réparation complète et on a toujours l'inflammation. Voilà en gros les points importants. Le deuxième point, c'est quand même, on va être orienté sur le côté chronique par 3 signes histologiques. Premier signe, infiltrat prédominant à cellules mononucléées. C'est important, cela veut dire qu'en général, dans l'inflammation chronique, il y a peu ou pas d'exsudat. Vous n'allez pas avoir de polynucléaires neutrophiles en grand nombre à la phase d'état d'une inflammation chronique. D'accord ? Donc les cellules prédominantes sont les macrophages, les lymphocytes et les plasmocytes. Premier point, cellules mononucléées. Deuxième point, ça fait allusion à la réparation qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez 2 éléments clés du processus de réparation dans le territoire d'inflammation chronique, c'est-à-dire une néoangiogénèse et deuxièmement, une fibrose. On verra tout à l'heure la définition de la fibrose. Troisièmement, très important également, ça va de pair avec le processus de réparation, vous avez une destruction et un remodelage de l'architecture tissulaire normale.
En fait, il va se passer des choses sur le tissu normal qui va devenir subir des modifications. Et ça, c'est important parce que ça témoigne de la chronicité. Pour que le tissu normal ait le temps de se modifier dans son architecture, il faut un certain temps. Donc ça va de pair avec la chronicité. Et j'ai pris un exemple qui est un des signes histologiques de la bronchite chronique. C'est que dans la bronchite chronique, par rapport à une muqueuse respiratoire normale, il y a au niveau des cellules épithéliales de revêtement une augmentation considérable du nombre de cellules mucosécrétantes par rapport au nombre de cellules cylindriques ciliées. Donc cette augmentation du nombre de cellules mucosécrétantes, c'est donc un remodelage de l'architecture normale du tissu. Eh bien, ceci est un des éléments qui va nous aider dans le diagnostic d'inflammation chronique. Et donc, c'est un point important. Et bien sûr, ces cellules mucosécrétantes qui, par le mucus qu'elles vont relarguer, vont expliquer en partie les expectorations, les toux productives de ces sujets qui, le matin au réveil, fumeurs, toussent et crachent. Enfin, dans l'inflammation chronique, il y a des signes systémiques, puisque là aussi, ça touche quand même le sujet dans son ensemble, c'est-à-dire que l'asthénie est fréquente, troubles du sommeil, perte de poids, amaigrissement. Donc les signes que vous avez vus en sémiologie, où vous allez voir, asthénie, amaigrissement, là aussi sont des signes classiques de l'inflammation chronique. Les étiologies, ça va de pair avec la définition un petit peu. Les étiologies, en fait, c'est premièrement ce qu'on avait dit quand on a fait la définition, une réaction inflammatoire aiguë. Le facteur qui a induit cette réaction inflammatoire aiguë n'est pas éliminé. Il y a une mauvaise détertion. C'est ce qui se passe notamment dans les ostéomyélites chroniques. Pourquoi? Parce que dans l'os, la réparation, c'est plus compliqué. Les processus de réparation sont plus complexes et qu'il n'est pas rare que de temps en temps, eh bien, il reste un petit peu de germes et que ça va favoriser la croissance de ces germes dans le tissu osseux. Et donc, on peut avoir, notamment dans des bactéries pyogènes, peuvent évoluer d'une ostéomyélite aiguë vers une ostéomyélite chronique. Donc ça, c'est une complication. Et évidemment, lorsqu'on a ce type de réaction inflammatoire, on a plus souvent associé aux cellules de l'inflammation chronique des témoins d'une phase aiguë qui n'est pas complètement terminée, et donc des témoins que vous pouvez avoir quand même dans certaines circonstances dans l'inflammation chronique, de façon rare, mais ça existe quand même, de temps en temps, lors de poussées aiguës notamment, une accumulation de polynucléaires neutrophiles. Deuxièmement, auto-antigènes, induisant une réaction auto-immune, c'est ce qu'on voit dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc on va retrouver une accumulation de lymphocytes et plasmocytes dans le liquide synovial, mais là aussi, lors des phases aiguës, parce qu'en fait c'est des poussées d'arthrite chronique, mais avec des phases aiguës, dans les phases aiguës, vous pouvez avoir de temps en temps des phases aiguës associées avec des polynucléaires neutrophiles. Mais globalement, la lésion histologique de synovite chronique, l'atteinte de la synoviale, est une lésion qui est une lésion typique d'inflammation chronique. Enfin, il y a certains agents qui peuvent être soit des irritants chroniques comme l'amiante, l'asbestose, l'asbestose c'est la maladie liée à l'amiante, la silicose, maladie liée à la silice, ce sont des agents qui favorisent l'inflammation chronique. C'est-à-dire qu'en gros, avec ces agents-là, on a beaucoup de mal à mettre en évidence une phase aiguë de l'inflammation, comme si directement on passait à l'inflammation chronique. Il y a certains micro-organismes aussi qui favorisent ce type d'inflammation chronique. Et par exemple, donc des agents infectieux, je citais tout à l'heure les exemples de la tuberculose, plus rarement de la bilharziose en France, parce que c'est quand même rare en France, mais la tuberculose, la phase aiguë initiale de la tuberculose est parfois passe inaperçue et finalement se retrouve face à une inflammation chronique. Donc, je répète, mais c'est important, les éléments cellulaires qui interviennent dans l'inflammation chronique, au premier chef, monocytes macrophages. Vous vous rappelez que lors du premier cours, on vous a expliqué que c'est les monocytes qui vont se transformer en histiocytes et en macrophages. Deuxième cellule clé, les lymphocytes, T, B et bien sûr le plasmocyte qui est la phase de différenciation terminale du lymphocyte B, qui interagissent fortement avec les macrophages. Troisième cellule fondamentale, les fibroblastes. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure, la fibrose fait partie du tableau de l'inflammation chronique. Enfin, deux autres cellules qu'il ne faut pas oublier,
parce qu'elles sont souvent associées à de l'inflammation chronique, les éosinophiles, hein, pas les neutrophiles, les éosinophiles, polynucléaires éosinophiles, et les mastocytes. Souvent, on a une association d'ailleurs, fibrose et mastocytes, ça va de pair. Alors voici ici un exemple d'inflammation chronique, c'est une vessie. Vous reconnaissez ici la muqueuse, l'épithélium vésical. Dans cet épithélium vésical, vous voyez qu'il y a surtout ici de nombreux plasmocytes. Toutes ces cellules-là, noyau excentré, sont des plasmocytes, quelques polynucléaires neutrophiles. Et puis, vous reconnaissez ici, vous apprendrez à reconnaître en tout cas, ici, ce sont des œufs de bilharzie, c'est le parasite qui est présent dans la muqueuse vésicale et qui est donc associée à une réaction inflammatoire chronique. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en lymphocytes, plasmocytes, et que c'est totalement différent, rappelez-vous, de l'inflammation fibrinoleucocytaire que je vous avais montré la fois dernière. Alors, dans l'inflammation chronique, on a classiquement l'inflammation chronique non granulomateuse, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est celle qu'on voit dans la bronchite chronique, avec cette inflammation et puis c'est cet remodelage de l'architecture tissulaire de la muqueuse. C'est l'inflammation chronique typiquement ce qu'on va avoir dans l'inflammation de la synoviale, dans les atteintes articulaires d'inflammation chronique de maladies type polyarthrite rhumatoïde, ou bien c'est également ce qu'on a dans les gastrites, inflammation de l'estomac, gastrite chronique, associée à une infection par l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui a la particularité donc de favoriser, d'être la cause principale aujourd'hui des gastrites chroniques. Et il suffit de donner aux patients un traitement antibiotique, les douleurs épigastriques disparaissent. Ça sont les inflammations chroniques, disons, où la partie fibrose n'est pas au premier plan. Et vous avez des inflammations chroniques où la partie fibrose est très importante. Et les deux qu'il faut que vous reteniez, les deux exemples en tout cas, c'est l'ulcère chronique gastrique, c'est-à-dire une perte de substance des couches de la paroi gastrique ou duodénale, hein, ça peut être gastrique ou dans le duodénum, et on a une fibrose qui remplace la paroi normale, c'est-à-dire que la paroi a disparu, remplacée par un socle fibreux, et parfois vous avez très peu de cellules. C'est-à-dire que de temps en temps, la composante cellulaire dans l'inflammation chronique est masquée quelque part où il y a plus de fibrose que de cellules de l'inflammation. Mais il y a souvent les deux quand même. Et deuxièmement, deuxième maladie, alors très fréquente, c'est la cirrhose du foie. Cirrhose du foie, quelle qu'en soit son étiologie. La cirrhose du foie est une maladie inflammatoire chronique du parenchyme hépatique. Ces étiologies, elles sont connues, c'est l'alcool, les virus, notamment hépatite B, hépatite C, et maladies auto-immunes. Bon, il y a aussi d'autres causes, parfois médicamenteuses, mais je dirais que les trois principales sont celles-ci, alcool, virus, auto-immunité. Alors voilà des exemples. Ici, il s'agit donc d'une inflammation chronique de la synoviale. Ici, vous avez le revêtement synovial, et dans la paroi de la synoviale, vous reconnaissez des nodules lymphoïdes. Donc en fait, c'est une inflammation ici essentiellement lymphocytaire. La fibrose ici n'est pas très présente, elle n'est pas au premier plan. Alors, en dehors de ces inflammations chroniques non granulomateuses, on a des inflammations dites granulomateuses. Alors ça, c'est important. Il faut bien que vous reteniez ce concept d'inflammation granulomateuse. Le premier point important, c'est qu'une inflammation granulomateuse évolue le plus souvent vers la chronicité, mais aujourd'hui, dans beaucoup de traités, cette inflammation granulomateuse est mise à part de l'inflammation chronique classique, parce que c'est une inflammation tout à fait particulière. Comme on va le voir, il existe souvent de la fibrose en périphérie des lésions granulomateuses, et que donc cette fibrose associée aux cellules de l'inflammation rentre dans le cadre de l'inflammation chronique, mais elle est tout à fait particulière. En quoi elle est particulière? Qu'est-ce qu'un granulome finalement? Et ça, c'est très important. Le point majeur de cette diapositive, il est là. C'est un agglomérat bien limité, souvent bien limité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien que vous compreniez que qu'est-ce que c'est qu'un granulome? C'est une collection localisée des cellules de l'inflammation chronique.
C'est ça un granulome. C'est une collection localisée des cellules de l'inflammation chronique. Et parmi ces cellules, au premier rang, dans ces granulomes, le macrophage, associé toujours à des lymphocytes et à des plasmocytes. Et vous l'avez vu, je pense, lors du premier cours, dans les granulomes, le plus souvent, dans les types principaux de granulomes, en tout cas de ceux qui sont les plus fréquents, il y a deux types de cellules tout à fait particulières qui vont être présentes dans ces inflammations granulomateuses et qui sont un petit peu caractéristiques, qui nous aident dans le diagnostic, que sont d'une part des cellules épithélioïdes et d'autre part des cellules géantes. Ces deux cellules épithélioïdes et géantes, quand on en parle dans les inflammations granulomateuses, sont des cellules dérivées des monocytes, histiocytes. Et donc, selon le type cellulaire qui prédomine, on va avoir des granulomes, et c'est le plus fréquent, épithélioïdes ou gigantocellulaires, qui va être particulier par le fait qu'il y a de nombreuses cellules épithélioïdes et également des cellules géantes dans cette collection localisée de cellules de l'inflammation chronique. Selon les cas, il y a ou pas de la nécrose. Les causes principales de ce granulome épithélioïde gigantocellulaire avec ou sans nécrose, et surtout quand il y a de la nécrose, la cause numéro 1, c'est une cause infectieuse, c'est la tuberculose. La cause numéro 2, par fréquence, c'est une maladie dont on ne connaît toujours pas la cause, qui s'appelle la sarcoïdose, et qui ressemble donc histologiquement beaucoup à la tuberculose, sauf que dans la sarcoïdose, les granulomes n'ont pas de nécrose, alors que dans la tuberculose, le plus souvent, il y a de la nécrose. Mais sachez que ce n'est pas du 100%. D'autres pathologies avec hypersensibilité retardée, c'est un mécanisme immunologique qui va favoriser l'apparition de ces granulomes. D'autres étiologies peuvent être présentes. Il y a d'autres étiologies infectieuses. Il faut que vous, alors qu'on ne rencontre pas en France, mais qui ressemble vraiment à une tuberculose, c'est une maladie liée à un champignon qu'on appelle l'histoplasme, histo comme histologie, histoplasme. Les histoplasmoses sont des maladies qui ressemblent vraiment à la tuberculose, mais on les rencontre plutôt, notamment en Amérique centrale et dans la partie nord de l'Amérique du Sud. Je dirais que ce sont des maladies qui, histologiquement en tout cas, on ne peut pas faire la différence sur le seul aspect du granulome. Et puis, il y a des maladies d'exposition professionnelle, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Deuxième grand type de granulome de type corps étranger. Alors, c'est un granulome très différent, parce que